Les sites d'exploitation d'or non autorisés seront bientôt fermés. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, a échangé avec les différents acteurs impliqués dans cette opération et les professionnels de la filière aurifère pour sa mise en œuvre. Lutte contre le virus Ebola, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a organisé une cérémonie de sensibilisation et de prière pour les victimes de la fièvre Ebola. C'était à la mairie d'Adjamé. Au Burkina Faso, après plusieurs tractations, opposition et société civile burkinabé ont validé hier dimanche la version finale de la charte de la transition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Lors de sa session du 19 octobre, le gouvernement ivoirien avait décidé de fermer les sites d'exploitation d'or non autorisés, d'expulser les autres sites, tous les exploitants d'or non recensés. Pour élaborer un plan de mise en œuvre de ces mesures, le ministre auprès du président de la République, Alassane Ouattara, chargé de la défense, Paul Kofi, a échangé avec les différents acteurs impliqués dans cette opération et les professionnels de la filière aurifère. Abou Sanogo. La décision du gouvernement de procéder à la fermeture des sites non autorisés et l'expulsion de tous les orpailleurs non recensés tient de ce que l'orpaillage cesse dans la grande illégalité et que tous les clandestins utilisent pour leurs activités des produits polluants et toxiques tels le cyanure. Pour la mise à exécution de cette décision, des pistes de solutions devaient être ébauchées. D'où cette rencontre initiée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, avec l'ensemble des acteurs de cette opération et les professionnels de la filière aurifère. Ces mesures visent la maîtrise de l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire, avec en prime des dispositions particulières pour mettre un terme à l'alimentation clandestine du cyanure aux orpailleurs. Nous avons décidé de soumettre au gouvernement donc la décision de pouvoir contrôler davantage ces circuits et surtout pouvoir démanteler ces circuits illicites. La deuxième grande mesure, c'est que nous avons demandé aux forces de se retrouver et de proposer dans les meilleurs jours un plan d'opération de déguerpissement de ces sites. Ce plan donc sera soumis au Conseil national de sécurité et le président de la République nous donnera donc ses instructions en la matière. Relativement aux premières opérations de déguerpissement des orpailleurs dans la région de Djokanou, Paul Kofi a informé que 15 d'entre eux qui ont tenté de revenir s'installer sur le site ont été immédiatement mis aux arrêts. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly, s'y a dans le pays depuis quelque temps pour sensibiliser les populations sur les droits de l'homme. La 9e étape de cette caravane des droits de l'homme a eu lieu dans la commune de Ferkessé et de Goussoro Corona, Kwadjokwame, RTI Boaké. Les droits de l'homme, prérogatives attachées à la nature humaine, reconnues par les États et codifiées dans leur constitution, sont souvent peu connus des populations. Conséquence, les droits les plus élémentaires sont constamment violés et bafoués, portant ainsi atteinte à la dignité humaine. En Côte d'Ivoire, pour promouvoir et vulgariser les droits de l'homme et des libertés publiques, le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques a initié depuis 2012 des caravanes. Ces caravanes visent à donner aux populations les informations nécessaires à la construction d'une société juste dans laquelle les droits de tous sont reconnus et respectés. La 9e étape de cette caravane des droits de l'homme a eu lieu dans la commune de Ferkessé. Mamadou Nyenema Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a soutenu que les droits de l'homme et des libertés publiques ne sont que la matérialisation écrite des règles contenues dans nos coutumes et traditions. Les questions de violence faites particulièrement aux femmes, ce n'est pas normal. Nous le savons, dans la culture du Sénoufo, Dieu même est une femme. Il faut arrêter les mutilations génitales. Il faut que nous inscrivions nos enfants à l'école. Il faut que nous prenions le temps de soigner tous ceux qui sont malades autour de nous. Voilà quelques droits. Une séance de questions-réponses entre le ministre et les populations, des projections de films, des formations, des forces de l'ordre et de la société civile sur
les libertés publiques ont meublé la 9e étape de la caravane des droits de l'homme. La 10e étape est prévue pour le mois de décembre à Séguila. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition, Tiemoko Yade Koulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, invite mesdames et messieurs les conseillers économiques et sociaux à prendre part à la séance de travail qui aura lieu le jeudi 13 novembre à 10h à la salle des plénières de la dite institution. Et vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Lutte contre le virus Ebola, nous vous le disions dans nos titres, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a organisé une cérémonie de sensibilisation et de prière pour les victimes de la fièvre Ebola et c'était à la mairie d'Adjamé. Témoin, Sephora Zedi et Koné Pargasoro. La Confédération des syndicats routiers de l'Afrique de l'Ouest ne veut pas rester en marge des actions menées par le gouvernement ivoirien pour éviter l'entrée de la fièvre à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Face à l'ampleur de l'épidémie, dans la sous-région, prières et sensibilisations sont organisées pour prévenir le mal. Si les États se mettent ensemble pour retourner chez Dieu, je pense bien que Dieu peut nous aider. Les participants à cette cérémonie entendent multiplier les prières en vue d'apporter leur soutien aux populations des pays touchés par le virus. Prier pour les autres pays, c'est une très bonne chose. Prier pour la Côte d'Ivoire, encore, c'est excellent. Mais aller au-delà des prières et penser à des actions très fortes. Aujourd'hui, les besoins fondamentaux dans ces pays qui sont touchés par Ebola, c'est des besoins en personnes, ressources humaines, en personnel médical. C'est un peu ça les besoins. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire s'attelle à apporter une réponse à ce niveau. Amener les populations à comprendre d'abord l'importance du virus Ebola, mais surtout à prier pour que tous les pays qui sont touchés par le virus Ebola, nos prières puissent porter vers ces pays-là pour que, ensemble, avec l'aide de Dieu, nous arrivions donc à combattre le virus Ebola. Chrétiens et musulmans ont uni leurs prières pour confier la Côte d'Ivoire au Tout-Puissant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 4 900 personnes ont été tuées par le virus. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été enregistré. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a reçu du matériel de lavage de mains d'une entreprise de la place. Objectif, renforcer les mesures de protection dans le milieu scolaire contre la fièvre Ebola. Sèche Colia. Ces produits de lavage des mains par friction ou au savon sont accompagnés de cahiers montrant comment les utiliser. Ils ont été offerts au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique par une entreprise de production de la place. Ce don vise à renforcer les mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le milieu scolaire. Le directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a salué ce geste qui vient, a-t-il indiqué, appuyer les actions du ministère sur le terrain. Si nous prenons les élèves, nous cumulons un effectif d'environ 4 500 000 personnes. Si nous ajoutons le personnel de tout genre, enseignants et d'encadrement, ça fait du monde. C'est pour cela qu'il est bon de saluer certes l'effort de la société Gandou, mais il est bien aussi d'exprimer l'exhaustivité de nos besoins pour que, en toute connaissance de cause, la société en tienne compte. L'entreprise donatrice entend poursuivre cette collaboration. C'est un premier geste, a indiqué son directeur marketing qui prévoit une tournée de sensibilisation dans les établissements scolaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Sensibilisation toujours contre le virus Ebola. La représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire et des responsables des ministères de la Santé, de la lutte contre le sida et de l'éducation nationale et de l'enseignement technique étaient à Toulepleu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser élèves, enseignants et parents d'élèves sur l'épidémie à virus Ebola qui sévit au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. FBoué. Un vœu cher à ces tout-petits. La fièvre Ebola ne doit pas pénétrer sur le territoire ivoirien. Nous sommes à Toulepleu, ville frontalière au Libéria, un des pays touchés par cette pandémie. Ici, la sensibilisation est menée depuis le mois d'avril dernier.
L'UNICEF conduit donc une mission de suivi des activités de prévention. Session de sensibilisation dans les communautés et écoles de la ville pour inculquer les bonnes pratiques. Pour ne pas attraper Ebola, il faut te laver les mains régulièrement, éviter les saluer tes camarades. Il ne faut pas manger les animaux de brousse. Il ne faut pas serrer la main. Nous avons des réunions, souvent les femmes se retrouvent et nous, les leaders, nous faisons tout pour leur parler de l'Ebola. Si la Côte d'Ivoire affiche toujours 0 cas d'Ebola, c'est grâce à l'effort conjugué des autorités gouvernementales. Nous demandons aux populations de rester vigilants, d'être constamment en éveil, de porter à notre connaissance tous les cas, toutes les situations, toutes les entrées non autorisées des gens qui rentrent du Libéria, qui rentrent de Guinée. Il faut que immédiatement les services de santé soient informés. Un engagement salué par la représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. On est vraiment satisfait du travail qu'on a vu et on souhaite dire qu'on est là pour les accompagner jusqu'à la fin pour être sûr que la Côte d'Ivoire va être épargnée du virus Ebola. Cette campagne se déroulera sur 6 mois. Elle permettra de toucher 1063 écoles primaires. 154 centres de santé seront aussi équipés en kits d'hygiène et en dispositifs de lavage des mains. La production en gaz et en pétrole de la Côte d'Ivoire connaîtra les mois à venir un accroissement. Une nouvelle plateforme pétrolière offshore est en installation dans les eaux ivoiriennes, précisément dans la zone de Jacquesville. Et c'est un investissement d'environ 160 milliards de francs CFA qui permettra de produire 7000 barils de pétrole par jour, nous dit Ali Diarasouba. Cette installation a consisté à planter dans la profondeur de l'océan cette masse de fer appelée jaquette. À elle seule, elle pèse près de 3500 tonnes. C'est cette jaquette qui sera le socle de la prochaine plateforme pétrolière offshore, dénommée Marlin, découverte dans les eaux ivoiriennes il y a 2 ans. Nous sommes dans le golfe de Guinée, à 18 km des côtes et à 8 km d'une autre plateforme déjà en production. Cette unité de production de pétrole brut et de gaz naturel de dernière technologie sera mise en service en juillet 2015 par Foxtrot. C'est une très belle aventure pour la Côte d'Ivoire. C'est le début du développement de Marlin et c'est surtout le début d'une grosse opération qui permettra de sécuriser l'approvisionnement en gaz pour la Côte d'Ivoire sur quelques années. Le contrat que l'on a avec la Côte d'Ivoire est un contrat qui dit que nous devons livrer 140 millions de pieds cubes de gaz à la Côte d'Ivoire pour le secteur électrique principalement. Le projet Marlin, la partie construction, c'est 400 millions de dollars. La partie forage qu'on va faire une fois que la construction est faite, c'est 250 millions de dollars. Donc l'ensemble du projet de Marlin, ça représente 650 millions de dollars qui auront été dépensés, disons, de 2012 à 2016. La capacité de production de la plateforme Marlin sera de 12 000 barils de pétrole brut par jour et 4,4 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Elle est destinée à alimenter notamment en gaz naturel la centrale d'Azito, les compagnies ivoiriennes en charge de l'électricité et de l'énergie, ainsi que les centrales d'Agreco. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, soutient le ministère des Ressources animales. Cet appui va permettre à la localité de Grand Lao de transformer ses produits halieutiques. Les détails avec Grace Kando. La région de Grand Lao est une zone à forte potentialité en matière de ressources halieutiques. Cette région est première productrice de poissons sur le plan national. À juste titre donc, le gouvernement mène des actions dans la zone littorale de cette localité. Il s'agit notamment de la création d'un centre de pêche de plus de 13 milliards de francs CFA avec un port d'application comprenant 8 bateaux et un centre d'aquaculture pour l'élevage des crustacés. Et au premier trimestre de l'année 2015, des fours améliorés pour la transformation des produits halieutiques seront installés. L'initiative est du ministère des Ressources animales et halieutiques en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Une visite de prospection dans la localité est organisée. Dans les statistiques, Grand Lao est un département qui produit beaucoup de produits halieutiques.
Oui, en ce qui concerne les produits du poisson, nous avons plus de 300 tonnes par an. La majorité de ce produit est transformé et la forme de transformation habituelle, c'est la transformation artisanale, c'est-à-dire le fumage du poisson. Et comme ce produit est mis sur le marché, il faut un minimum de conditions d'hygiène, d'où la nécessité de construire des fours améliorés. Les actions ont déjà commencé, la sensibilisation des acteurs. Et aussi, on a demandé à la mairie que je dirige, à la commune de faire les hangars, mais également de faire la plateforme, d'accompagner le projet. Donc, nous sommes engagés dans ce projet. Je voulais profiter de l'occasion pour féliciter et saluer le gouvernement pour cette belle initiative, mais surtout nos partenaires. Cependant, quelques difficultés demeurent. Il s'agit entre autres de l'érosion marine, de l'ensablement, de l'embouchure et des plans d'eau. Il se tient au musée des civilisations au plateau ici à Abidjan et cela pendant 3 mois. Des expositions sur l'agriculture ivoirienne d'hier à aujourd'hui. Ces expositions retracent l'histoire de l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Agriculture qui a contribué fortement à la construction du pays. Serge Kolia. 200 objets et outils servant pour les travaux champêtres. Une série de photos de Johanna Choumali fixant le quotidien des femmes rurales plonge le visiteur dans l'univers des grandes plantations et cultures agricoles. Agriculture, le monde agricole au musée. Un voyage historique qui marque une halte à chaque grande étape de l'évolution du travail du champ. Archéologie et histoire montrent les objets et outils d'hier à aujourd'hui. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, y figure en bonne place, lui qui a été planteur et président du syndicat agricole africain. Agriculture au féminin est un hommage aux femmes qui jouent un rôle majeur dans la semaille. Moments de labeur, instants de vie, esprit d'équipe, y sont notamment représentés. Autre tableau, les plantations villageoises. Il y a également les grandes surfaces cultivables, les plantations industrielles. Le monde agricole au musée pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, se veut une exposition éducative et instructive. Un regard sur le passé, sur la pénibilité des travaux, afin de relever le défi de la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, culture et agriculture vont de pair. L'une concerne les semences de la terre, l'autre les semences de l'esprit et du cœur. Quant à Pierre Billon, PCA de la structure initiatrice de cette exposition, agriculture vient témoigner de l'attachement historique du groupe SIFCA à l'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne. La directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, Sylvie Kassimeme, se félicite de cette exposition qui va durer jusqu'au 31 janvier 2015, soit 3 mois de découverte du riche patrimoine artistique et agricole de la Côte d'Ivoire. Voilà, Parlons maintenant de la 2e édition du Network Barbecue, un cadre d'échange entre diplômés, jeunes entrepreneurs, chefs d'entreprise et investisseurs. Objectif de cette cérémonie, la création d'un réseau entre les participants, nous dit Guy Roger Nguesson et Adama Kone. Cadre singulier, ambiance festive, des invités mis en relation pour tisser des liens d'affaires en toute convivialité. C'est le Network Barbecue, plateforme de réseau et d'opportunités d'affaires. Ce que nous recherchons à travers ces soirées network, c'est de vraiment instaurer la culture du networking dans le quotidien des Ivoiriens. Nous voulons donner l'opportunité aux jeunes cadres diplômés de rencontrer des décideurs et des chefs d'entreprise qui sont eux à la recherche de la perle rare. Élargir son réseau professionnel pour développer son business, les participants de ce Network Barbecue le comprennent bien et se mettent en mouvement. Distribution de plaquettes, lobbying, rencontres d'affaires, toutes les stratégies sont employées. Pour décrocher un marché, avoir un partenaire, se constituer un portefeuille client ou encore vendre son projet. Cette plateforme te permet d'évaluer ton projet en temps réel pour savoir est-ce que ce projet que tu as là peut intéresser. Invité de marque de ce barbecue d'affaires, le ministre de la Culture et de la Francophonie.
Sa présence est un soutien à cette initiative visant aussi à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés et d'investissement pour les jeunes promoteurs. La deuxième édition du Network Barbecue avait une saveur africaine, tant dans le décor que dans la gastronomie. Le concept est de joindre l'utile à l'agréable pour faire des voisins de futurs partenaires en affaires. La coopérative Sabarikani vient de faire don d'une école de 3 classes et de kits scolaires aux planteurs du village de Nourlaï dans le département de Zougoubou. Les responsables de l'éducation nationale ont exprimé leur reconnaissance à la coopérative pour son geste. Thérèse Tapeyoboué. 3 salles de classe d'un coût total de 16 millions de francs CFA, des kits scolaires. Nous sommes à Mourlaï, localité dans la sous-préfecture de Guessabo, département de Zougoubou. Ce don est de la coopérative Sabarikani. La cérémonie de remise des clés et des kits s'est déroulée en présence des autorités, des partenaires commerciaux, des parents d'élèves, de la chefferie traditionnelle et des responsables de l'éducation nationale. Les autorités ont salué le geste de portée sociale de la coopérative donatrice. Ce don se situe dans le cadre de la lutte contre les pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture et la scolarisation de la jeune fille en milieu rural. Le porte-parole des membres de la coopérative a exhorté ses camarades à continuer de livrer leurs produits à leur coopérative afin qu'elle puisse leur apporter le confort nécessaire. Il a profité de l'occasion pour faire des doléances qui sont, entre autres, le reprofilage des routes, la construction de pompes villageoises et des latrines pour les élèves. Le représentant du sous-préfet de Guessabo a conseillé aux enfants de ne plus accepter d'abandonner l'école pour suivre les parents au champ. Il a demandé aux parents d'établir des extraits de naissance à leurs enfants et les inscrire à l'école. Le Centre international de certification Cyberlearning 225 a organisé samedi ici à Abidjan une conférence sur les nouvelles technologies, les nouvelles spécialités, les nouvelles certifications et le piratage en entreprise. Au cours de cette conférence, il a été présenté le livre Piratage des comptes de l'auteur Ncho Yao. Sauvegarder des données informatiques et les protéger pour être soi-même en sécurité. Mais comment mieux conserver ces données? Quelques procédures à suivre sur Internet et sur son ordinateur. Cette conférence, selon Ncho Yao, accueille professionnels des métiers de l'informatique, a levé le voile sur certains aspects. Tu nous dis que ce que les administrateurs savent, les pirates informatiques le savent aussi. Mais ce que les pirates informatiques savent, les administrateurs ne le savent pas encore. Donc de présenter les problèmes, les difficultés auxquelles les entreprises font face. Si les ordinateurs étaient protégés des virus, il n'y aurait pas besoin de produits antivirus. Comment avoir un savoir-faire minimum dans la maîtrise de la sécurité informatique et disposer des moyens pour mieux sauvegarder ces données? Ce sont là tant de points qui ont poussé aussi le conférencier Ncho Yao à présenter ce livre. Le livre aujourd'hui présente les techniques, présente les problèmes, présente ce à quoi on fait face et qui n'est pas connu par beaucoup de gens. Et en même temps, les techniques de protection. Donc, le livre aujourd'hui est une sorte de mode d'emploi. Vous savez, l'Internet, lorsque vous achetez un appareil, lorsque vous achetez un ordinateur, vous avez un mode d'emploi. Mais lorsque vous utilisez Internet, on ne vous donne pas un mode d'emploi. Ces données devraient être un challenge pour tous dans le monde entier et particulièrement en Côte d'Ivoire. Car selon les récentes statistiques du cabinet français IDC, 80% des entreprises ferment après un sinistre informatique. Et il y aurait une cyberattaque toutes les 2 minutes. Un reportage de Sissoko Ami. Le réseau des centres de lecture et d'animation culturelle CLAC fermé depuis 2002 est désormais fonctionnel. La cérémonie d'inauguration a eu lieu dans la commune de Sirasso. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Banamon, a invité les écoliers et les élèves à fréquenter les CLAC pour améliorer leurs résultats scolaires. Sur Corona, Charles Tatou, RTI Boaké. Ouvert dans 10 communes au nord du pays en 1990 avec pour objectif d'améliorer le parcours scolaire des enfants. Les centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC, ont fermé leurs portes en 2002. Grâce aux efforts conjugués du ministère de la Culture et de la Francophonie et à l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF,
Les claques sont désormais fonctionnelles. C'est la commune de Sirasso, dans le département de Korogo, qui a abrité la cérémonie d'inauguration. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a exprimé la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire à OIF pour avoir rééquipé les claques. Banama Kwaku Maurice a exhorté les populations à fréquenter les centres et surtout à en prendre soin. Le président Alassane Ouattara, sachant l'importance des claques, a mis l'accent sur leur réhabilitation. Les claques sont des outils essentiels pour la formation des cadres de demain. Et nous sommes heureux de la bonne appropriation des populations de ces villes et régions que j'ai visitées. Les différents intervenants ont salué le retour des claques, un retour qui, selon eux, va contribuer à améliorer les résultats des élèves des communes bénéficiaires. Les maires des communes bénéficiaires ont pris l'engagement de faire de ces centres des lieux de cohésion sociale et de promotion des valeurs de paix, de partage et de fraternité. On dénombre 295 centres de lecture et d'animation culturelle à travers le monde. Les chefs traditionnels ivoiriens et africains formés aux techniques de médiation pour renforcer leurs connaissances dans ce domaine. C'était en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général adjoint des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Ahmed Traoré, Léon Broukwame. Médiation et facilitation des relations intercommunautaires, thème du rendez-vous du donner et du recevoir qui a mobilisé pendant 2 jours une 50aine d'autorités coutumières du continent. Ont assuré cette formation initiée par le Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique, des experts de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Un séminaire de renforcement des capacités pour permettre aux rois et chefs traditionnels d'aider le gouvernement dans sa quête de réconciliation et de paix. Merci à tous les séminaristes. Merci à vous qui vous êtes déplacés. Nous voulons guérir la plaie. Mais une plaie qui n'est pas politique. La plaie, c'est dans le peuple, c'est les grands groupes. C'est parmi ceux-là qu'il faut trouver des leaders qui pourront sauvegarder notre patrimoine commun, la Côte d'Ivoire. Part à ces échanges, au nom du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le député Frégo Basile a expliqué la finalité de la loi sur le statut des rois et chefs traditionnels pour le président Alassane Ouattara. Améliorer les conditions d'exercice de la fonction d'auxiliaire de l'administration pour une efficacité d'action des autorités coutumières. Une démarche bien comprise par les participants. Ils ont promis d'agir dans l'impartialité et hors de tout schéma politique. Le Conseil régional de l'AMI vient de se doter de son programme triennal pour le financement de 44 projets prioritaires. Ce programme triennal a été adopté à Zopé lors de la 3e rencontre du Conseil régional qui a fait le bilan de ses réalisations. Thérèse Yoboué. Extension de l'électrification du village de Bacon et d'Akoupé, l'acquisition de 2 groupes électrogènes pour l'hôpital de Yakassé à Tobrou et Bekofin, du matériel biomédical, la réhabilitation des centres de santé et maternité d'Andé, de Memni, d'Anapé, le pont de Bembifon, la réhabilitation des locaux du Conseil régional sont entre autres les réalisations du Conseil régional en 2013. Le programme triennal 2015, 2016, 2017 d'un coût total de plus de 6 milliards 771 millions de francs CFA, 44 projets prioritaires, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'hydraulique villageoise, la voirie, seront financés. Ces projets ont été présentés à la population lors de la 3e réunion du Conseil régional. Le préfet d'Azopé, Al-Hassana, a félicité les conseillers régionaux pour l'esprit démocratique au cours des travaux.
Au Burkina Faso, pour terminer, après plusieurs tractations, opposition et société civile burkinabé ont validé hier dimanche la version finale de la charte de la transition. Il a été décidé, entre autres, que les députés de la transition pourraient se présenter aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015, tandis que le président et les membres du gouvernement de la transition seront exclus. La charte prévoit également un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition de 90 députés. Le texte adopté dimanche soir, hier donc, doit être transmis ce lundi aux autorités militaires pour examen. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur RTI1.